Alors bonjour à tous, bienvenue à la première session AUS de la journée qui s'intitule « La première fois ». Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AUS, c'est l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie, société savante qui rassemble depuis 1983 les sexologues universitaires, libéraux, praticiens, médecins, non-médecins, enseignés, enseignants. Et donc nous nous réunissons tous dans un souci d'éthique, de partager nos pratiques cliniques, de transmettre notre savoir. La thématique globale n'apparaît pas ici, mais de cette journée, c'était le gynécologue des générations YZ, c'est-à-dire donc les jeunes femmes ou les femmes nées entre 1980 et 2010, c'est-à-dire relativement donc ça fait entre 12 ans et 42 ans, mais donc plutôt les adolescentes et les jeunes femmes. Voilà, donc nous écouterons pour commencer Héloïse Turc, gynécologue, docteur junior à Jeanne de Flandre, au CHU de Lille, qui sera diplômée du DU de sexologie tout prochainement, donc de Lille, sur le thème « La première fois chez le gynéco ». Puis Laura Miquel, gynécologue et sexologue, au CHU de Marseille à la Conception, sur le thème « Les premières relations sexuelles ». Et pour finir, Michel Bonal, gynécologue médical, sexothérapeute à la retraite, responsable pédagogique du DU de sexologie et de médecine sexuelle de Toulouse, à l'université Paul Sabatier, sur le thème « Grandir, la loi, le lieu, le lien » dans la consultation gynécologique de l'adolescente. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter Héloïse. Bonjour à tous, merci Karine pour cette présentation. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce topo intitulé « La première fois chez le gynéco ». Celui-ci reprend des notions de bon sens, mais a l'avantage de nous faire réfléchir sur nos pratiques auprès de cette population particulière que sont les jeunes patientes. Chaque cas est différent et même si cette thématique nous fait penser en premier lieu aux jeunes filles qui consultent pour la première fois un gynécologue, certaines patientes consultent pour la première fois plus tardivement dans leur vie en raison de problèmes d'accès aux soins ou de manque d'informations sur le sujet. Nous allons nous intéresser ici principalement aux jeunes filles âgées de 15 à 25 ans. Il est intéressant de savoir qui est à l'initiative du rendez-vous. Certaines jeunes filles seront amenées par un parent inquiet et ne sauront pas très bien ce qu'elles font là. D'autres viendront à leur propre initiative. La dynamique de la consultation en sera donc différente. Toutes ces jeunes filles n'ont pas les mêmes motivations. Il peut s'agir d'une demande de contraception avant ou après un premier rapport, d'une inquiétude en lien avec des IST, de symptômes gynécologiques gênants, de questionnements sur la sexualité, etc. Toutes ces jeunes filles n'auront pas non plus la même histoire, en particulier pas la même histoire gynécologique et obstétricale. Certaines auront connu des grossesses adolescentes et seront déjà mamans, ou bien elles pourront avoir vécu une IVG. Il n'existe aucune recommandation des sociétés savantes sur le sujet de la première consultation chez le gynécologue, en dehors de la première prescription d'une contraception. Ce topo se nourrit donc de conseils de bonne pratique. Les auditions menées par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ont pourtant montré un véritable besoin en la matière, tant la première consultation marque le rapport qu'auront les femmes à leur suivi gynécologique. Il n'existe pas non plus de recommandations concernant l'accompagnement des femmes en situation de handicap, des femmes en couple avec une femme ou des femmes immigrées. La première consultation est symboliquement un rite de passage à la vie de femme. La jeune fille qui a pris rendez-vous elle-même le fait pour sa santé, pour prendre soin d'elle, et il est important de l'en féliciter. Si la patiente est accompagnée d'un parent ou d'un proche, il est important de prendre un temps de dialogue avec la jeune seule et de respecter la confidentialité de ce qui sera dit, y compris vis-à-vis des parents. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes portant sur les violences gynécologiques et obstétricales est paru en 2018 et a fortement remué les professionnels de santé. Ce terme de violence gynécologique a été finalement remplacé par le terme d'acte sexiste. Ce terme est un fourre-tout puisqu'il regroupe plusieurs notions très diverses.
Il regroupe des pratiques maladroites comme la non prise en compte de la gêne de la patiente, mais également des pratiques condamnables telles que les violences sexuelles. Ce rapport a permis de libérer la parole des femmes et de mettre en lumière des points à améliorer dans nos consultations pour prendre davantage en compte le caractère intime de celles-ci. Suite à ce rapport, le CNGOF a publié en 2021 une charte de la consultation en gynécologie et en obstétrique. Cette charte souligne la particularité de la consultation de gynécologie puisqu'elle touche à l'intimité psychique et physique des femmes. Elle rappelle entre autres que l'examen clinique gynécologique ne doit pas être systématique lors d'une première consultation chez le gynécologue. Rappelons tout d'abord quelques notions simples pour poser un cadre et permettre l'alliance thérapeutique. Il faut être accueillant, se présenter, inspirer confiance, avoir une posture et une attitude sérieuse et respectueuse. Il faut également faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit sur les notions de genre, d'orientation sexuelle, sur les anti-hormones, tout en gardant un rôle de professionnel de santé, luttant contre les idées reçues, mais sans prendre de position dans les débats idéologiques. Il faut garder un rôle dans la diffusion du savoir scientifique en se basant sur l'evidence-based medicine, sans pour autant pratiquer une médecine trop paternaliste. L'examen clinique chez la jeune fille sera dominé par l'interrogatoire. Celui-ci devra être complet et mis à jour à chaque consultation. Il reprend les données administratives, l'âge, le niveau scolaire ou d'études, le statut conjugal, si elle est célibataire, en couple stable ou si elle a plusieurs partenaires, le mode de vie, le lieu de vie, l'hygiène de vie, l'activité physique, l'alimentation, le niveau de stress en lien avec les études ou avec le travail, les antécédents gynécologiques et obstétricaux, les antécédents personnels, médicaux et chirurgicaux, les antécédents familiaux, les allergies et les traitements en cours avec une vigilance sur les éventuelles interactions médicamenteuses. Également, il faut demander quelle est la contraception et évaluer l'observance et la tolérance. Une partie importante de l'interrogatoire se concentrera sur la recherche de signes fonctionnels tels que les migraines, se demander si elles sont avec ou sans aura, catameniales ou non, sous pilule ou sans pilule, demander la régularité des cycles menstruels, la durée et l'abondance des menstruations, la présence de dysménorrhée, d'un syndrome prémenstruel invalidant ou d'une hyperandrogénie clinique. Cet interrogatoire va aussi permettre de mettre en évidence certaines vulnérabilités en lien avec une précarité sociale, un bas niveau éducatif, un isolement social ou familial, des violences, des addictions éventuelles, des troubles psychiques, un handicap mental ou physique, une maladie chronique, une immigration, etc. On peut poser la question suivante: avez-vous déjà subi des violences, qu'elles soient psychologiques, verbales, physiques ou sexuelles? L'examen physique est réduit à son strict minimum, prise de la tension artérielle, mesure du poids et de la taille pour le calcul de l'IMC. En cas de surpoids ou d'obésité, il peut être délicat d'aborder ce sujet dès la première consultation, au risque de blesser la patiente qui se sentira jugée et cessera tout suivi. On pourra revenir sur ce sujet plus tard pour explorer les pistes qui permettraient une éventuelle perte de poids progressive. L'examen mammaire sera réalisé après l'accord de la patiente. La patiente pourra choisir de soulever ou de retirer son t-shirt. Cette étape de l'examen peut être appréhendée par les jeunes patientes les plus pudiques. Elle peut donc être différée à la consultation 3 mois plus tard. Cela permettra à la patiente d'être prévenue et de se préparer à cet examen. Aucun autre examen ne doit être réalisé en l'absence de signes d'appel. En cas de signes d'appel gynécologique, l'examen gynécologique pelvien peut parfois s'avérer nécessaire. Il faut alors obtenir l'accord oral de la patiente après avoir expliqué les objectifs et les modalités de l'examen. Pour respecter sa pudeur, il est important de permettre à la patiente de se dévêtir à l'abri des regards, derrière un paravent par exemple. On peut mettre à sa disposition un drap pour se couvrir si besoin. L'examen sera réalisé en 2 temps, d'abord le haut puis le bas. Il est important de normaliser dès que l'on peut, par exemple lors de l'examen vulvaire. Si l'examen au spéculum ou le toucher vaginal est nécessaire, il faut demander si ce type d'examen est possible et si la patiente est disposée à le faire, puisqu'on le juge nécessaire. Ne pas hésiter à utiliser du gel sur le spéculum et sur le doigtier et informer que l'examen peut être stoppé à tout moment si elle le souhaite et proposer de l'essuie-tout en fin d'examen. La prise en charge médicale se déroulera sur plusieurs axes. Tout d'abord, il s'agit de proposer une contraception individualisée. Ensuite, on abordera la prévention du cancer du col de l'utérus.
En parallèle, on fera la prévention envers les autres IST et on réalisera le dépistage du chlamydia si la patiente est active sexuellement. Il peut y avoir aussi la gestion d'éventuels signes fonctionnels gynécologiques gênants. Il est essentiel d'associer quelques notions d'éducation à la santé sexuelle lors de cette consultation. Il faut enfin expliquer à la patiente le bénéfice d'une consultation annuelle tout au long du suivi. Pour répondre à une demande de contraception, il faut garder en tête les 3 enjeux. Un enjeu d'efficacité, un enjeu d'observance et un enjeu de tolérance. Voici exposée ici la méthode Bercé qui schématise la consultation de délivrance d'une contraception. Tout d'abord, bienvenue, il s'agit de mettre à l'aise la patiente. Ensuite, un entretien médical permet de rechercher d'éventuelles contre-indications ou indications privilégiées pour l'une ou l'autre des méthodes. Ensuite, on délivre des renseignements sur les différents moyens de contraception, efficacité, tolérance, etc. Vient alors l'heure du choix contraceptif. On explique alors plus en détail le mode de prise et la conduite à tenir en cas d'oubli de pilule par exemple. La dernière étape est le retour d'expérience après 3 mois d'utilisation. Cette consultation à 3 mois permet d'évaluer la tolérance et de s'assurer de la bonne observance. On peut donc présenter les différents moyens de contraception en informant sur l'efficacité théorique, mais surtout sur l'efficacité en vie réelle, informer sur les avantages et les inconvénients des différentes méthodes, informer des bénéfices non contraceptifs de la contraception hormonale, moins de ménorragie, moins de dysménorrhée, moins de syndrome prémenstruel invalidant, moins d'hyperandrogénie, prescrire en première intention une contraception œstrogestative de 2e génération puisque le risque de maladie thromboembolique veineuse est moindre. En cas d'acné, privilégier les contraceptions à base de norgestimate pour lesquelles le risque de maladie thromboembolique est équivalent aux pilules de 2e génération. En cas de contre-indication à la prise d'une pilule combinée, on peut proposer une pilule microprogestative à base de désogestrel ou de drospirénol. En cas de difficulté d'observance, il faut penser aux LARC, qui sont les contraceptions réversibles de longue durée d'action, comme l'implant et le DIU. Depuis 2004, la HAS préconise que le dispositif intra-utérin soit proposé à toutes les femmes, y compris les nullipares. Chez les nullipares, on choisira bien sûr la version short. En cas de prescription de pilules, il est important de s'assurer que la patiente connaisse bien la conduite à tenir en cas d'oubli afin de limiter la survenue des grossesses non désirées. Il est recommandé d'associer sur l'ordonnance de pilules une contraception d'urgence de façon à ce que la patiente ait déjà une boîte chez elle au cas où. Toute femme mineure peut obtenir du médecin la prescription d'un moyen contraceptif sans l'autorisation parentale. Toutes les femmes mineures ont accès à une contraception anonyme et gratuite dans les centres de planification. Depuis le 1er janvier 2022, les contraceptifs remboursés par l'assurance maladie peuvent être délivrés gratuitement en pharmacie aux femmes jusqu'à l'âge de 25 ans sur prescription médicale. Par ailleurs, les frais liés à la consultation sont intégralement remboursés. Une partie de la consultation aura pour objectif la prévention du cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, le cancer du col est lié à un virus, le HPV. Celui-ci se transmet sexuellement dès les premiers rapports. C'est l'IST la plus fréquente, car 70 à 80% des femmes sexuellement actives rencontreront ce virus au moins une fois au cours de leur vie. Les préservatifs ne protègent pas complètement contre ce virus particulièrement petit. Il comprend environ 200 sous-types, dont certains sont à bas risque et sont responsables des condylomes, et d'autres sont à haut risque. Dans environ 10% des cas, la clairance virale ne va pas se faire et l'infection deviendra persistante, pouvant entraîner des dysplasies à risque d'évoluer vers le cancer du col plusieurs années après. La vaccination contre les HPV est associée à une réduction considérable du risque du cancer du col de l'utérus, allant de 53 à 88% selon l'âge de la vaccination. Celle-ci est d'autant plus efficace que la vaccination est initiée jeune. Pourtant, seulement 25% des Françaises sont vaccinées, ce qui est bien en dessous de l'objectif des 60% du plan cancer. Ce vaccin souffre de la méfiance vaccinale générale. L'ANSM rappelle pourtant que les données de la littérature internationale ne montrent pas d'augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes, et en particulier de la sclérose en plaques, après vaccination. C'est sans compter sur les réticences des parents qui voient cette vaccination comme une autorisation au premier rapport sexuel.
Cette vaccination protège contre les verrues génitales et les lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, du vagin, de la vulve et de l'anus. Elle doit être réalisée entre 11 et 14 ans avec un rattrapage dans la première année des rapports sexuels jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle a été élargie à tous les garçons jusqu'à 19 ans depuis janvier 2021. Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, elle peut être réalisée jusqu'aux 26 ans révolus. Désormais, toutes les vaccinations doivent se faire avec le vaccin qui couvre les 9 souches de HPV. Cette vaccination ne permet pas de surseoir au dépistage régulier par frottis chez les femmes de plus de 25 ans. Il ne doit pas y avoir de dépistage par frottis avant 25 ans, sauf en cas d'immunosuppression. Le dépistage par frottis est réalisé à partir de 25 ans, tous les 3 ans, après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle. À partir de 30 ans, le dépistage se fera par un test HPV tous les 5 ans s'il revient négatif. Il n'y a pas de place pour le dépistage par test HPV avant 30 ans. Un volet important concerne la prévention des IST autres que le HPV, puisque celles-ci sont en nette augmentation. La chlamydiose est une des IST les plus répandues chez les femmes, et notamment chez les femmes jeunes. L'infection passe souvent inaperçue, car elle est le plus souvent asymptomatique, mais elle peut avoir un impact sur la fertilité des femmes à long terme. Le dépistage de l'infection à Chlamydia trachomatis est un élément clé de la réduction de la prévalence de l'infection dans la population générale et du risque de complications à long terme chez les femmes. Il doit être proposé à toutes les femmes sexuellement actives entre 15 et 25 ans, d'autant plus en cas de facteurs de risque, multipartenariat, antécédents d'IST. La PCR sur prélèvement vaginal, qui peut être faite en autotest, est plus sensible que la PCR sur premier jet d'urine et donc elle est à privilégier. Le dépistage et le traitement des partenaires est un point clé dans la lutte contre la transmission de la maladie. Les préservatifs restent la seule méthode pour prévenir la survenue des IST. Leur rôle contraceptif est limité en raison des accidents de préservatifs. Il est donc conseillé de les associer à une méthode contraceptive plus fiable. Malheureusement, leur utilisation est en baisse car les politiques de santé publique n'ont pas permis aux jeunes de s'approprier ce petit bout de plastique et de l'intégrer dans leur sexualité. Depuis 2018, 2 marques de préservatifs masculins bénéficient d'un remboursement par la sécurité sociale. Certaines patientes vont consulter pour un symptôme gynécologique gênant. Les dysménorrhées sont une plainte fréquente puisqu'elles concernent 30 à 75% des femmes, principalement à l'adolescence. La dysménorrhée est le maître symptôme de l'endométriose, mais une dysménorrhée primaire est presque toujours essentielle, c'est-à-dire sans organicité sous-jacente. Il y a 2 exceptions très anecdotiques à cette règle, les malformations utéro-vaginales et l'endométriose juvénile. La dysménorrhée essentielle est présente dès les premiers cycles. Elle survient juste avant ou au début des règles. Elle est d'intensité modérée à sévère, est stable dans le temps et est souvent associée à des signes neurotoniques comme les céphalées, les nausées et les vomissements. L'examen physique et les examens complémentaires sont souvent peu contributifs chez l'adolescente dont les symptômes font penser à une dysménorrhée essentielle. Il faut donc se concentrer sur l'interrogatoire. La prescription d'une échographie pelvienne d'emblée n'est pas recommandée chez l'adolescente car elle est de faible performance par voie suspubienne. La prise en charge consiste à rassurer sans banaliser. Il peut être utile de prescrire une contraception œstroprogestative afin de diminuer les dysménorrhées et parfois d'obtenir une aménorrhée thérapeutique grâce à une prise en continu. Il convient de tout mettre en œuvre pour trouver un traitement efficace de la crise douloureuse afin de limiter les consultations itératives aux urgences qui peuvent être source de stress. Cette consultation doit pouvoir être l'occasion de délivrer quelques messages importants de santé sexuelle. Il est pertinent d'aborder la sexualité, mais pas seulement en termes de risques, HPV, IST, grossesse non désirée. On peut demander à la patiente si elle a un petit copain ou une petite copine, lui demander si elle a des questions sur son anatomie, revoir avec elle la notion de consentement, faire considérer la sexualité comme une activité dédiée au plaisir, sans contrainte, toujours respecter la non-douleur et favoriser l'échange, la communication et le respect mutuel. Libéraliser l'utilisation du lubrifiant, inviter les femmes à aimer leur corps, leur rappeler que les pertes, non, ce n'est pas sale, que les règles, non, ce n'est pas honteux et que les poils, c'est comme on préfère.
Il peut être utile d'avoir sous la main des planches anatomiques, car il y a chez certaines jeunes femmes une méconnaissance de leur corps et de leur schéma corporel. Le clitoris est le grand oublié des manuels d'anatomie et pourtant c'est le seul organe uniquement dédié au plaisir. Il est important de normaliser toutes les formes de vulve, y compris celles qui ne correspondent pas aux standards de la pornographie. Il faut nommer les petites lèvres les lèvres internes et les grandes lèvres les lèvres externes. Avoir une attitude permissive sur la découverte de leur anatomie, les inviter à prendre un miroir dans la salle de bain par exemple. Avoir une approche déculpabilisante de la masturbation puisque c'est une pratique naturelle du développement sexuel et une composante durable de la sexualité. Au total, il faut respecter l'autonomie de la patiente en la laissant libre de ses choix de contraception, d'orientation sexuelle, d'expression de genre, de vouloir ou non un enfant à un temps T ou même de façon définitive. Il faut obtenir le consentement éclairé avant tout acte invasif et respecter la pudeur du corps nu et la confidentialité de ce qui sera dit. Il convient de se garder de tout jugement sur le poids, la tenue, l'épilation, l'orientation sexuelle. En résumé, il faut promouvoir la bientraitance et l'empathie. Cette marguerite résume les prérequis de la première consultation chez le gynécologue. Enfin, il faut rappeler que le gynécologue a sa place dans toutes les étapes de la vie d'une femme, avec ou sans maternité. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je suis le docteur Laura Miquel, je suis gynécologue et sexologue et médecin de la reproduction au centre hospitalo-universitaire de la Conception à Marseille. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité donc pour une deuxième année consécutive avec vous pour échanger sur la session première fois qui porte sur les premières relations sexuelles chez les générations Y et Z. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt pour la présentation concernée. Donc tout d'abord, je me suis appesantie sur la définition elle-même d'une relation sexuelle. Parce que finalement, elle est large et complexe. Selon le Larousse, il n'y a pas de définition. Donc vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Donc je suis ensuite allée chercher sur des canaux d'information un peu moins classiques. Je suis allée sur Wikipédia. Sur Wikipédia, le rapport sexuel en tant que relation humaine implique de facto plus d'un individu dans un comportement sexuel humain. Il inclut l'appareil génital féminin et ou l'appareil génital masculin et peut être pratiqué entre personnes de sexe différent ou du même sexe. Un rapport sexuel peut se distinguer par plusieurs phases, même si aucune n'est indispensable: désir, excitation, activité et pratique sexuelle, par exemple le coït, l'orgasme et la résolution. Pour le Wikidictionnaire, la relation sexuelle est une locution nominale. Elle décrit chez l'humain l'accouplement et toute pratique intime connexe. Dans l'imaginaire collectif commun, la première fois fait référence à la pénétration vaginale par une verge. Or, cette définition, elle exclut de fait une partie de la population, toute la population homosexuelle. La notion de première fois garde cependant toujours une symbolique culturelle forte et reste un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle est donc encore très importante dans la majorité des cultures humaines en général. Du coup, on ne peut pas ne pas parler de virginité. La virginité, par contre, elle est bien définie dans le Larousse médical comme l'état d'une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc du coup, ils nous disent que chez la femme, la virginité, c'est l'intégrité de l'hymen, qui est une membrane souple située entre le vagin et la vulve, et qu'elle est en principe un signe de virginité. Néanmoins, ceci n'a rien d'absolu, compte tenu de la grande capacité de l'hymen à se distendre sans se rompre. En cas de viol supposé, la description de l'intégrité de l'hymen fait partie du constat médical. Sauf que vous voyez bien qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de définition du rapport ou de la relation sexuelle, la définition de la virginité, c'est quand même un petit peu flou. La préservation de la virginité avait à l'origine quand même des fondements de protection de l'individu masculin et féminin, protection contre les grossesses non désirées et protection contre les infections sexuellement transmissibles. La virginité féminine, vous le savez, elle a ensuite été détournée par la société patriarcale pour pouvoir contrôler les femmes, leur corps et leur sexualité. Et bizarrement, la virginité masculine, on n'entend plus trop parler. Ce mythe de la virginité donc, reste encore prégnant dans nos cultures.
Comme en atteste ce témoignage paru en 2015 dans Mademoiselle. Donc vous allez voir, j'ai beaucoup m'appuyer sur les témoignages de première fois de la population générale. Et je trouvais qu'il y avait des choses vraiment très très intéressantes de ce que nous disait tout un chacun. Donc cette jeune fille, elle nous dit « La seule grande découverte que j'ai faite toute seule après ma première fois, le lendemain, j'ai d'un coup réalisé que je n'étais plus vierge. Je m'attendais à ce que ça me fasse quelque chose, à être une personne différente, plus épanouie, plus femme, je ne sais pas. Et puis non, ça ne m'avait rien fait du tout. C'est ce jour-là que j'ai compris que ces histoires de virginité, de première fois super importantes, d'attendre le bon et tout, c'était de belles conneries. Parce que franchement, perdre sa virginité, c'est rien du tout, c'est pas grand-chose, mais c'est un mythe que je suis contente d'avoir pu démonter toute seule. » J'ai vraiment trouvé que cette jeune fille qui avait la vingtaine, quand elle a raconté sa première fois, avait une maturité, quelque chose qui était vraiment, je trouvais, de retour d'expérience sur soi-même assez fin, ça m'avait vraiment plu. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas une première fois, mais des premières fois. Les premiers baisers, les premières caresses, les premières masturbations, les premiers rapports génitaux-buccaux, les premières pénétrations, les premiers orgasmes, mais aussi, en fait, les premiers émois amoureux et les premières déceptions sentimentales. Ces premières fois, en fait, elles peuvent venir tout au long de la vie de l'individu, qui varie en fonction de ses rencontres et de ses orientations sexuelles. La sexualité de l'être humain, elle est donc en perpétuelle mouvance. Elle se caractérise par une grande plasticité. Elle évolue au fil des partenaires, et puis si on y réfléchit bien, il y a également une première fois à chaque nouveau partenaire et à chaque nouvelle étape franchie avec ce partenaire. Parler des premières fois en tant que professionnel de santé tient de notre rôle de prévention. La prévention des IST, la prévention des grossesses non désirées, la prévention des rapports sexuels non consentis, la prévention des violences sexuelles sur les mineurs, la libération de la parole et aussi la protection donc, de l'enfance en général finalement. Alors l'éducation à la sexualité, elle est inscrite dans le Code de l'éducation depuis la loi numéro 2001-588 du 4 juillet 2001. L'article L312-16 est ainsi formulé. Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Malheureusement, peu d'établissements scolaires respectent ces directives, donc 3 séances par an dès la maternelle, souvent par manque de moyens, il ne faut quand même pas l'oublier, mais parfois aussi par manque de formation, par manque d'information, et aussi il y a quand même un peu des réticences, il y a des équipes scolaires qui ont peur de choquer les familles, parce qu'ils ont tout un imaginaire sur qu'est-ce qu'on va raconter à ces enfants. Forcément, à la maternelle, on ne va pas raconter la même chose qu'au lycée, mais à la maternelle, c'est quand même important parce que ça permet de prévenir des violences sexuelles sur les mineurs. Donc voici le schéma représentatif des 3 champs de compétences et d'axes d'éducation à la sexualité sur lesquels doivent s'appuyer les interventions en milieu scolaire concernant l'éducation à la sexualité. Donc il y a tout le plan biologique avec des connaissances, l'apprentissage des connaissances biologiques, l'anatomie, la physiologie, transmission de la vie, la puberté, la prévention du sida et des IST, la contraception et l'IVG, ça c'est un côté quand même plutôt médical. Tout le côté psycho-affectif, l'estime de soi, la confiance en soi, la relation aux autres, l'expression des émotions et des sentiments, l'expression de l'orientation sexuelle, l'identité sexuée et aussi les compétences psychosociales d'écoute et d'échange avec les autres. Au niveau social, il y a des discussions autour des rôles sexués et stéréotypés, un développement de l'esprit d'analyse face aux facteurs socio-environnementaux, leur apprendre à être libre, et être impliqué dans la responsabilité face à leurs choix personnels, et aussi, donc très importante en ce moment, la notion de consentement. L'éducation aux médias et l'information, et vous allez voir que les générations Y et Z se fait vraiment très important parce que c'est très prégnant dans leur vie quotidienne. On rappelle aussi les lois écrites, les lois du code civil et du code pénal. On leur parle de valeurs et normes et on prévient encore une fois les violences sexuelles. Donc si on s'intéresse maintenant au versant épidémiologique des premières relations sexuelles, selon le baromètre santé 2016 qui concerne le genre et la sexualité, l'âge au premier rapport sexuel s'est stabilisé à 16 ans et demi pour les filles et 17 ans et demi pour les filles et 17 ans pour les garçons, sans différence selon le milieu social. L'écart qui existe entre les filles et les garçons est d'environ 6 mois. C'est à peu près la même chose qu'au début des années 2000.
Donc si les individus vivent approximativement au même âge leur premier rapport, les caractéristiques du partenaire et les attentes des jeunes sont la preuve d'une expérience qui est toujours fortement genrée. Les jeunes filles, elles s'initient plutôt souvent avec un partenaire qui est plus âgé d'au moins 2 ans, pour la moitié d'entre elles, contre pour seulement 1/5 des garçons, et qui a déjà eu des relations sexuelles. Elles sont généralement moins nombreuses que les hommes à commencer leur vie sexuelle avant l'âge de 15 ans, 6,9% versus 16,5%. Les initiations que l'on considère comme tardives, soit à partir de 19 ans, concernent quant à elles 33,2% des femmes et 23,1% des hommes. La grande majorité des moins de 30 ans déclarent avoir souhaité ce premier rapport à ce moment-là. C'est quand même plutôt rassurant. 87,6% pour les femmes et 92,8% pour les hommes. Une femme sur 10 rapporte cependant avoir cédé aux attentes de son partenaire, contre 6,9% chez les hommes. Et quand même, 1,7% des femmes déclarent avoir été forcées à avoir ce rapport, contre 0,3% pour les hommes. Donc même si elles représentent une petite partie des premières fois, les premières relations sexuelles non consenties existent encore. La sensibilisation à l'expression et le recueil du consentement du partenaire doit continuer à être faite auprès de la génération Z. L'amour ou la tendresse est à l'origine de ce premier rapport, pour plus d'une femme sur 2 contre un homme sur 4. Le désir sexuel est moteur pour 47% des hommes contre 25,8% des femmes. Ces raisons sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Le registre affectif prédomine chez les femmes et le désir chez les hommes. Donc quels sont par contre les freins à la prévention et à la discussion des hommes et des femmes en général avec l'équipe médicale? Donc selon Benia Bouraï, dans une étude de 2006 sur la recherche des sources d'information chez les adolescents sur la sexualité, 78% des médecins généralistes n'avaient pas parlé de sexualité avec plus de 50% des adolescents de sexe masculin et plus de 56% avec plus de 50% des adolescentes. Les sources principales d'information citées par les adolescents étaient les cours de biologie, les médias, le centre de planification, leur famille, leurs amis, le médecin scolaire et 2% pour le médecin généraliste. Les principaux obstacles rencontrés par le médecin généraliste pour parler de sexualité avec les adolescents étaient la présence des parents, 56%, l'absence de demande directe de l'adolescent, 52%, le manque d'occasion avec les adolescents de sexe masculin, 52%, les difficultés de savoir où il ou elle en est, 22%, et le manque de temps, 6%, ou le fait de le ou la connaître pour 4%. Donc je vais maintenant vous diffuser une vidéo de la chaîne YouTube Cru qui a interviewé 100 personnes sur leur première relation sexuelle. Alors, est-ce que je vais arriver à lancer la vidéo? Suspense. Je l'ai invité chez moi pour apparemment lui raser la tête et finalement je lui ai mal rasé la tête et on a couché ensemble. Sexuel? Ouais. Première fois où j'ai fait l'amour, c'est ça que vous voulez dire? Exact. Alors oh flemme. Non, c'était trop nul. C'était vraiment de la merde. Il n'y a pas grand chose à raconter. Oh non, parce que je m'en rappelle plus. Je me souviens pas, donc ça m'a pas marqué. Ah si, je m'en rappelle, mais j'ai pas envie. Non. Je préfère pas en parler non plus. C'est trop personnel. Parce qu'après, il n'y a pas que moi que ça implique, donc... Ouais, c'était... Non, là, je passe. C'était vraiment à la va-vite, quoi. Je ne sais même pas si j'ai réussi à la pénétrer, ce jour-là. Ma première fois... Dans un club libertin. Devant l'île aux pirates, avec elle dans le lit. T'avais 8 mecs qui me regardaient, qui se branlaient autour de moi. La meuf, elle était vraiment pas belle, mais bon, c'était juste pour... voilà. C'était pas une première fois bien comme pour tout le monde, avec quelqu'un aimant ou quoi que ce soit. Mais bon, pour moi, c'était sexuel, donc il fallait que ça sorte. Et voilà, j'ai fait ça comme ça. C'était énorme. C'était beau. Il n'y a pas, y a jamais eu. Ah, j'ai pas de première fois. Ah, du coup, étant donné que je l'ai pas faite, Ce serait difficile de la raconter. Après, je peux toujours inventer si vous voulez. même avec ma main droite, je comprends rapidement le plaisir que ça peut donner. Mais j'ai jamais aimé vraiment quelqu'un énormément à un point où j'ai envie de lui offrir. Alors, ma première fois... C'était à Montreux en Suisse, Barcelone. au mobil-home de mes parents. C'était chez elle. Chez lui. C'était dans une voiture, une Dodoche. Dans la 2 chevaux, dans la vieille Dodoche. Quand tu vois une Dodoche, ça me rappelle des bons souvenirs. J'avais 15 ans. 20 ans. 15 ans. 15 ans et demi. 16 ans. 15 ans. J'étais très jeune parce que j'avais 13 ans. C'était avec mon premier petit copain. Mon premier copain. Ma première... Copine. C'était avec mon meilleur ami. Un mec que je ne connaissais pas. Quelqu'un que j'étais pas amoureux. Il y a un mec sur une appli. Je sais même plus son prénom. C'était une espagnole, mais je sais même plus son prénom. Bah, c'était avec mon mari de toute façon. C'était avec mon premier copain évidemment. Oh oui, c'était avec celui qui allait devenir mon mari. Donc première et unique fois. Mais avec une pute.
avec 2 copines. Malheureusement, j'en ai attrapé qu'une et c'était la moins jolie. Avec une fille que j'aimais pas particulièrement. Si tu te reconnais, je suis désolé. Avec quelqu'un que j'aime, des vieux jeux de ouf, quoi. J'ai fait avec la personne que je voulais le faire et je trouve ça le plus important, quoi. Alors, je sais qu'il y a tout un truc autour des filles qui perdent leur virginité. Je sais pas pourquoi on dit perdre la virginité, mais enfin bref. À l'époque, on avait le droit de rien faire, les filles, et surtout pas de faire l'amour. Avant le mariage, ça s'entend. En fait, j'avais surtout l'angoisse de trouver, entre guillemets, le bon. Et puis, je brisais les codes, c'était bien, c'était interdit à l'époque. Faut démystifier l'acte sexuel. Enfin, c'est pas un truc qui s'apprend, c'est un truc que tu découvres sur le tas. On fait toute une montagne du sexe alors qu'en fait, c'est de la merde. Mais du coup, c'est peut-être moi qui ai un problème. Et en fait, je lui ai vraiment dit genre, hé, salut, je t'aime bien et tout, tu veux pas, on se voit chez moi. Et ok, on s'en fout. Je dis, allez, c'est parti, c'est tonight. Et du coup, je l'ai appelé. Une serviette sur la plage la nuit. On a mis un peu de musique, un peu de soul, histoire de se décompresser. C'était sur Killing Crimson, la musique. Oh no, what the fuck. On s'embrassait. On commence à se déshabiller. J'ai commencé à la doigter. Découverte de l'autre, corporellement. J'ai stressé de ouf avant. Il arrêtait pas de parler. Je sais pas exactement ce que tu dois faire, etc. Attends, ouais, c'est par là. Ah bon, il fait ça comme ci, comme ça. Et attends, je vais faire ça. Ok. On peut le dire, hein, nous les mecs, tu vois, on cherche un peu. Enfin, on cherche l'entrée. Au secours. Moi, j'étais en mode, mais arrête de parler. Qu'est-ce que je dois faire? C'est horrible. J'étais apeuré en fait, je sais pas. Il met un préservatif, ni une ni deux, il n'attend pas et il me pénètre directement. Ça a été un moment très douloureux. Il est rentré comme un bourrin. Et bam, j'ai hurlé, ça a résonné dans la maison. Le vaginisme, c'est quand, pour des raisons physiques, psychologiques, ou les deux, ton vagin n'accepte pas la pénétration. J'ai essayé de rentrer, mais j'étais très serré. Genre, c'est pas possible. C'est genre, niette, tu fais vas-y, vas-y. Et si on essaye, ça fait très très mal. Clara, tu pleures, je fais c'est pas grave, vas-y. Ouais, ça y est, j'ai joué. Ça c'est fait. C'est une histoire courte. Je pense comme toutes les femmes, c'était horrible. Moi, quand j'entends des bah ouais, forcément, la première fois, ça saigne, ça fait mal, machin. Bah en fait, pas forcément. J'avais pu avoir des échos de mes amis, ah, c'est horrible, ça fait trop mal, bah ça va. En fait, je faisais de l'équitation, ça a aidé. Pas pour ce que tu crois, non, parce que tu me regardes bizarre. Non, dans le sens où quand tu fais l'équitation, ça t'ouvre le bassin, tu vois, et du coup, genre, ça fait moins mal pour ta première fois. T'as jamais entendu ça? Non, ok. Genre. J'ai absolument pas eu mal. Vraiment, je n'ai rien senti. Moi, j'avais pas du tout mal, au contraire, en fait. Je m'ennuyais. Aucun plaisir. Je regardais l'heure à côté, j'étais comme ça. J'attendais juste que ça se termine, j'en pouvais plus. J'avais pas de sensation sur le coup. C'était absolument super. Très smooth, très tendre. Super cool. Aucune angoisse. Relaxant, tout ça. Smooth. Ça s'est bien passé. Et son meilleur pote est rentré dans la chambre pendant l'acte. On s'est mis dans le lit de son petit frère ou je sais pas quoi et on a fait du bruit et sa mère est venue et on s'est fait cramer. Après, je suis reparti comme si de rien n'était. Je regarde ma première fois, mais c'était pas le truc de ouf. C'était assez marrant. Enfin, c'était marrant, c'était pas terrible. Enfin, c'était bien. Mais c'était bien. Et pourtant, ça reste quand même un bon souvenir. Donc c'est un peu compliqué comme sensation, mais on s'y fait. Je crois que j'en veux au garçon avec qui ça s'est passé. Quand on s'est réveillé, il s'est retourné, il m'a vu dans le lit, il me dit, mais t'es là toi? Il m'a dit oui, bon bah c'est bon, on a fini, tu peux te rhabiller. C'est pas la première chose qu'on a envie d'entendre après s'être fait pénétrer. Faut passer à la 3e fois parce que la première fois c'est nul. Et au final, c'est mieux avec le temps plutôt qu'au tout début, quoi. C'est vraiment pas. Après, on a pris du galon, quoi. Maintenant, faut pratiquer. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne Cru et pensez à activer les notifications. Alors donc du coup, ce qu'on remarque dans cette vidéo au travers de ces témoignages, vous avez vu qu'ils sont très très variés, c'est que cette première fois, c'est des expériences de vie très diverses, parfois cocasses, qui sont décrites. Bon, pour certaines personnes, il y a un refus catégorique d'en parler. On sent qu'il y a une grande pudeur sur le sujet. Il existe parfois un souvenir, parfois pas de souvenir du tout. Ce souvenir est parfois un bon souvenir, parfois un mauvais souvenir, parfois un souvenir douloureux, parfois un souvenir de plaisir, et parfois même pas de sensation du tout. Cette première fois, elle peut s'être déroulée avec un être aimé, avec son futur mari ou sa future épouse, avec un inconnu, avec un professionnel. Ce premier rapport sexuel est parfois générateur d'angoisse, d'appréhension, mais peut aussi être un souvenir de détente et de douceur. Donc au final, il existe autant de premières fois que d'individus, que d'histoires et de rencontres. Je l'ai invité chez moi. Donc avant de préparer cette présentation, je ne m'étais pas vraiment intéressée au concept des générations Y et Z. Au final, j'ai appris que la génération Y, c'est celle à laquelle j'appartiens, les 25-40 ans, qui sont nés avec la télé, qui ont connu l'explosion d'Internet.
Cette génération a pour sa quasi-totalité déjà vécu sa première fois. Et la génération Z, c'est celle qui suit. C'est les 10-25 ans, qui sont nés alors que les communications numériques sont déjà bien installées. C'est cette tranche d'âge qui est en train de vivre ses premières relations sexuelles. Alors que la génération Y est caractérisée par une forte envie de vivre des expériences marquantes et de profiter de la vie, la génération Z est plus pragmatique avec une diversité culturelle maximale. Ça, bien sûr, c'est quand même des grands schémas et des stéréotypes et ce n'est pas applicable à tous les individus. Donc la pandémie de Covid-19, elle a beaucoup marqué la génération Z, y compris sur le plan de la sexualité et des rencontres. 52% d'entre eux ont passé l'année 2020 avec leurs parents. Le Covid-19 aurait ainsi freiné leur vie amoureuse pour la moitié d'entre eux, et les applications de rencontres se sont donc imposées comme une normalité pour la grande majorité des Z. Internet devient donc un outil primordial de rencontre, parfois d'abord virtuel, mais aussi parfois d'abord réel et prolongé par le virtuel avec une idéalisation forte de la réalité qui s'ensuit. Les Z ont donc généralement d'autres premières fois qu'ils peuvent vivre tout aussi intensément. Les premiers sextos, les premiers nudes, les premiers snaps, les premières dick pics. L'existence de comptes Snap d'adultes exclusivement dédiés aux nudes peut pousser les jeunes filles vers cette pratique sans qu'elles en appréhendent vraiment les conséquences à long terme possibles. La diabolisation des pratiques par les baby-boomers et par la génération X vient du fait que cette génération ressent parfois Internet comme une technologie non maîtrisée. Cependant, les images et les dessins pornographiques ou la littérature pornographique ne sont pas l'apanage des nouvelles générations. L'expression de représentation pornographique par le numérique n'est que la traduction moderne des envies et échanges sexuels entre les individus qui existent depuis l'aube de l'humanité, comme peuvent en attester les nombreuses représentations artistiques à travers les âges. Le sujet du revenge porn, qui est quant à lui le fait d'utiliser des nudes ou des vidéos intimes sans le consentement de la personne présente sur des images à des fins malveillantes. Ces situations sont parfois à l'origine d'une grande détresse psychologique, de dépression, avec possibilité de passage à l'acte. De nombreuses personnalités publiques de la génération Y en ont fait les frais. Et il y a même une star de la K-pop, Go Hara, qui s'est suicidée en 2019 suite à des menaces de revenge porn qui illustrent tristement cette réalité. L'éducation sur ce type de première fois doit donc aussi être faite par une information sur les risques de l'échange de nudes ou de dick pics. L'interdiction à un Z d'échanger des nudes tient pratiquement de l'utopie. Certains ados ont même 2 comptes Insta, un compte officiel pour les parents et un compte officieux, le Finsta, qui est un petit peu plus sulfureux souvent. Il est donc préférable de leur expliquer les risques de la publication d'images à caractère sexuel sur les réseaux, afin qu'ils en comprennent la portée sur leur vie future et qu'ils soient acteurs de ces décisions. Pour exemple, les comptes Ficha qui ont fait parler d'eux il n'y a pas très longtemps sont des comptes Snap ou Insta ou des nudes avec l'identité des jeunes filles, parfois pas du tout la bonne identité d'ailleurs, qui sont généralement mineures, sont exposés à la vue de tous. Ces comptes sont associés à une zone géographique précise. Les personnes détentrices des nudes, généralement les ex-petites amies qui souhaitent réaliser du revenge porn, le font en plus en tout anonymat, car ce sont les administrateurs des comptes qui ne connaissent pas les victimes qui publient les photos. Des associations comme Stop Ficha peuvent aider les jeunes filles en utilisant leurs canaux de communication habituels, Insta et Snap. Et il est important de rappeler les termes de la loi concernant cette cybercriminalité. La pornodivulgation est punie par la loi. Les auteurs risquent 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. La peine est encore plus lourde lorsque la victime est mineure, 7 ans d'emprisonnement et jusqu'à 100 000 € d'amende. Les infractions qui sont prévues au présent acte sont quant à elles punies de 10 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Donc, parallèlement, la combinaison de l'accès massif et non contrôlé à Internet a conduit à une diffusion massive des films pornographiques. L'interdiction à l'accès à la pornographie des mineurs par le biais d'Internet est encore une fois aussi illusoire. Des moyens de contournement des dispositifs de contrôle parental sont très rapidement trouvés par les jeunes, utilisant des canaux de diffusion dont les parents n'ont même pas connaissance. Donc une exposition accidentelle ou non souhaitée est aussi souvent et parfois très rapidement arrivée. On retrouve ainsi de jeunes et de moins jeunes adultes qui décrivent des états de stress post-traumatique à une exposition non contrôlée à la pornographie dans le début de l'adolescence. Une discussion en amont des réactions à avoir lors d'une exposition visuelle qui serait subie, éventuellement discussion avec un adulte référent de confiance, est sûrement plus efficace pour éviter les traumatismes dans l'enfance ou l'adolescence que la négation de cette possibilité. Les conséquences sur les premières relations sexuelles de l'hyperconsommation de pornographie peuvent se traduire par la génération d'angoisse de performance chez des hommes parfois très jeunes. On peut également relever comme conséquence des troubles de l'érection,
une idée démesurée de la durée normale d'une pénétration ou de la taille moyenne d'une verge. On retrouve aussi malheureusement une normalisation de la violence, avec une reproduction de scènes réservées théoriquement à un public averti et consentant. On peut remarquer chez des jeunes filles des comparaisons corporelles inappropriées, de fausses croyances sur la nécessité absolue d'une épilation intégrale, le besoin de se conformer à certaines pratiques, fellation, sodomie, le besoin de tout essayer tout de suite, sans prendre le temps d'expérimenter ses envies, ses fantasmes, ni ceux de son partenaire, déroulant ainsi une routine pornographique. Donc, je vais vous citer un autre témoignage paru en 2015, donc toujours dans Mademoiselle, à propos d'une première relation sexuelle. Après 1 mois de relation, nous avons fait l'amour pour la première fois. J'avais 15 ans, lui 16. Il m'a dit qu'il avait déjà fait plusieurs fois. Mais pour moi, c'était la grande découverte. Avec du recul, je trouve que j'ai démarré ma vie sexuelle comme une machine. Les semaines suivant la première fois, nous le faisions comme par obligation, par automatisme. Comme si maintenant qu'on était en couple, on devait faire l'amour. Comme dans les films porno, sans plaisir. On a brûlé beaucoup d'étapes, tentant tout de suite. La levrette, la fellation, dans la douche. Avec le temps, nos relations se sont espacées. Et j'ai découvert l'envie de faire l'amour et l'orgasme. Et ça, c'est vraiment bon. La confrontation de la réalité des premières relations sexuelles, avec toute leur maladresse par rapport à la vision d'un acte sexuel de la pornographie, peut aussi générer des troubles profonds chez les jeunes. Perte de la confiance en soi, déception, désillusion. On peut trouver cela dans un autre témoignage du même article. C'était un peu prévu, mais je n'étais pas vraiment angoissée. On en avait parlé, on était tous les deux prêts, alors on l'a fait tout simplement. C'était toujours très tendre avec lui, nous étions amoureux. Les préliminaires se passaient bien, mais l'acte en lui-même, la pénétration, ça restait très douloureux pour moi. Ce n'était pas que j'étais mal à l'aise ou quoi, c'est juste qu'avec le recul, je pense qu'un peu de lubrifiant n'aurait pas été de trop. Celui des préservatifs et de mon vagin ne suffisant clairement pas. Au début, José était patient, doux, mais très vite, il est devenu agacé de voir que je ne prenais pas autant de plaisir qu'il aurait voulu. Je suis désolée. Ce que les films lui avaient appris aussi, je pense. Il se vexait à la fin de chaque rapport en voyant que je n'avais pas joui, était agacé quand je dormais chez lui et refusait de recoucher avec lui parce que le premier rapport m'avait irrité le vagin, voire de coucher tout court de peur d'avoir de nouveaux mal. Très vite, cet agacement s'est transformé en mots, en phrases du genre « tu dois être frigide ». C'est pas normal que tu n'aies pas envie de moi. Je me dépêche. Je pensais que c'était plus court. Non mais allez, tu pourrais faire un effort pour moi, ce qui n'avait qu'amplifié mon malaise. J'ai ainsi appris à accepter pour lui, plus que pour moi, à le laisser voir ce qu'il voulait, pour pouvoir ensuite passer une soirée tranquille sans me faire harceler. J'ai simulé aussi un peu pour accélérer le processus. Mais plus le temps passait, plus je me dégoûtais moi-même, et plus il me dégoûtait de ne pas comprendre, de ne penser qu'à son plaisir. J'ai fini par quitter José pour un autre, mais le mal était fait. Je connaissais très peu mon propre plaisir. En conclusion, malgré l'intégration d'Internet, des réseaux sociaux et de la pornographie chez les générations Y et Z, l'âge du premier rapport reste plutôt stable depuis des décennies. Les aspirations et motivations à franchir le pas restent identiques. La symbolique autour de la virginité et son pouvoir presque mystique reste encore forte, et les premières relations sexuelles sont donc encore un signe de passage à l'âge adulte, et les anxiétés et questionnements qui s'y rattachent sont séculaires. Je vous remercie et je suis désolée. Merci beaucoup, Laura. Je vais te mettre... Alors, pour finir, pour ceux qui n'étaient pas arrivés en début de présentation, donc Michel Bonal va terminer la session et nous poserons les questions. Nous ferons une forme de table ronde juste après, à la fin des 3 présentations. Donc, Michel Bonal, gynécologue médical et sexothérapeute en retraite et responsable pédagogique du DU de sexologie et médecine sexuelle de Toulouse. Oui, alors évidemment, de dire à la retraite, ça veut dire que je me situe au milieu de l'alphabet. J'ose pas dire au début de l'alphabet, mais au milieu. Alors je vais peut-être vous amener un petit peu ailleurs. La loi, le lieu, le lien dans la consultation de gynécologie de l'adolescente.
J'avais appris dans un cours d'anthropologie médicale la règle des 3 L, loi, lieu, lien, qui donne le sens de la vie pour chacun d'entre nous. Je souhaitais développer l'idée que la prise de conscience de ces 3 points pouvait aussi donner du sens à la consultation de gynécologie. Dans la loi, nous pouvons regrouper tout ce qui fait référence aux droits humains, droits de l'enfant, droits sexuels, la législation qui définit la frontière entre le mineur et le majeur, et les règles de confidentialité dans la pratique des soins donnés aux mineurs, également les politiques de santé publique, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Le lieu sera le lieu du corps, le corps marqué par la mutation des transformations pubertaires, parfois par des limites, par des maladies chroniques, somatiques ou mentales, et parfois par des limites, par des handicaps. Le lien désignera la relation soignant-soigné avec les caractéristiques spécifiques qu'amène la relation entre un adulte et un jeune, marquée par la différence générationnelle. Aujourd'hui, ma réflexion m'a amenée un petit peu ailleurs, autour de la question « Qui sont les adolescentes d'aujourd'hui ?» De notre place de soignants, nous regardons les adolescentes avec le filtre de nos regards d'adultes. C'est une relation dissymétrique, où les places ne sont pas interchangeables, et seule une posture d'écoute bienveillante, non jugeante, peut permettre un échange. Une autre question se pose en conséquence. Dans une vision holistique du soin, comment une consultation de soins peut aussi remplir des fonctions d'information, d'accompagnement, voire d'éducation, dans la continuité du lien qui se met en place au fil du temps et des rendez-vous. Alors, c'est dans ce sens. Alice dit au ver de terre, « À force de changer de taille, on perd la tête. » Les adolescentes, elles viennent dans les consultations de gynéco, seules, accompagnées par leur mère, leur père, une amie, parfois avec leur compagnon. Elles sont souvent silencieuses et pourtant portent en elles de nombreuses questions concernant leur santé, leur avenir, leur identité, leur sexualité. C'est un moment de transition inconfortable, voire douloureux, où s'opère une mutation physique et psychique, un saut qualitatif, rien ne sera plus comme avant. Un moment où peuvent apparaître une détresse psychique et des somatisations, mais aussi un moment qui ouvre à de nouvelles potentialités. Alors je voulais vous parler de l'histoire d'Eléa. Une médecin généraliste présente dans un groupe de psychodrame Balint une situation où elle s'est particulièrement inquiétée pour une jeune adolescente. Le premier jeu retrouve une première consultation où la jeune fille, Eléa, est âgée de 13 ans. Il s'agit de la consultation d'une famille tchétchène. La maman vient accompagnée de ses 2 jeunes garçons et de sa fille aînée, qui est la seule à parler français et sert de traducteur aux propos de sa mère. Il s'agit d'une consultation pour un motif banal, infectieux, qui concerne les garçons. Un deuxième jeu retrouve la même famille environ 2 ans plus tard, rassemblée en consultation alors qu'il s'agit d'une demande pour la mère. Elle présente des saignements génitaux hémorragiques. Eléa est toujours la traductrice des propos de sa mère et le médecin va ressentir une grande gêne à poser des questions intimes à la mère, entendues par ses enfants et surtout traduites par la jeune fille. L'examen a lieu dans un espace protégé des regards et Eléa, qui est restée assise devant le bureau, continue à distance à traduire les propos de la mère et du médecin pendant l'examen. Pendant que la mère se rhabille, le médecin revient s'installer à son bureau, assise face à Eléa. Elle lui dit « Et toi, comment vas-tu » La jeune fille est surprise, bafouille en rougissant une réponse banale « Ça va ». Un troisième jeu permet de retrouver une nouvelle consultation peu de temps après, où Eléa vient seule avec sa mère, et vient cette fois-ci pour elle. Elle présente des douleurs du cycle avec des cycles irréguliers.
Pendant le temps de l'examen, la mère reste assise au bureau et le médecin peut échanger de façon plus confidentielle avec la jeune fille qui dit être gênée par ses règles pour pratiquer le sport et la danse. Le médecin va proposer un traitement pour la douleur des règles et proposer de revoir Eléa seule dans un délai de 3 mois. La présentatrice de ce cas fera un lapsus en disant à la place d'Eléa « elle est là ». Ce travail, dans le psychodrame Balint, a mis en évidence la construction d'une relation de confiance entre le médecin et la jeune fille, à partir du moment où celle-ci a été interpellée directement comme une personne à part entière. Ce passage du « on » au « je » caractérise le passage de l'adolescence, où se construit la capacité à être seul et la conscience de prendre soin de soi. Cette histoire permet aussi de rappeler qu'avant de venir dans une consultation spécialisée en gynécologie, les adolescentes ont la plupart du temps déjà un suivi pour leur santé, effectué par le médecin généraliste, le plus souvent médecin de la famille, ou même parfois un suivi effectué par une pédiatre. La transition vers un autre lieu de consultation sera le plus souvent nécessaire pour préserver l'espace de confidentialité de la consultation de l'adolescente vis-à-vis de sa famille. Il est important de noter cette transition au niveau de la prise en charge des soins pour la santé des adolescentes, car de nouveaux liens de confiance vont être à tisser pour assurer la continuité des soins. Et on sait que ce sont dans ces périodes de transition que parfois les adolescentes qui portent des pathologies, des maladies chroniques, somatiques ou mentales, peuvent justement abandonner le soin et sortir du système de santé. Donc soyons vigilants. Alors on va parler du lieu, le corps, et un corps à examiner. La puberté est une mutation qui transforme le corps de l'adolescente en corps sexué, et ça va modifier le regard de l'entourage sur elle. Le corps devient un sujet de préoccupation majeure, il paraît étrange, étranger, et vous connaissez tous le complexe du homard, décrit par Françoise Dolto, qui parle de la vulnérabilité de l'adolescent. Catherine Potel, qui est psychomotricienne et qui a travaillé dans des services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avait développé des ateliers de psychomotricité et de relaxation pour ces ados en difficulté mentale. Elle nous dit que le corps à l'adolescence est le siège de préoccupations brûlantes, essentielles, existentielles, objet de haine autant qu'objet d'amour, objet d'attention et de soins parfois excessifs, qui peuvent aller jusqu'à la maltraitance, ou au contraire objet de déni. Il est le point névralgique où se focalise une quête narcissique parfois douloureuse. Simone Ledru, pédiatre, nous dit qu'être médecin d'adolescente, c'est examiner un corps effrayé, souvent abîmé, caché, oublié, surtout quand la maladie mentale s'en mêle. Il faut prendre son temps, écouter, expliquer, interroger avec sérieux, humour, être attentif, disponible, s'adapter chaque fois, mais toujours examiner, toucher, regarder, écouter ce corps avec intérêt et respect. Et avec humour, elle nous dit, des orteils aux oreilles, au besoin par étage, les pieds, puis les jambes, en recouvrant au fur et à mesure, ou alors moitié par moitié, parfois en sous-vêtements, et en tout cas sans complications. L'examen clinique est une attente du patient, un pilier de la relation médecin-malade. Ne pas examiner un patient peut être perçu par celui-ci comme une faute dans la relation et peut entraîner sa colère. Notre profession a été confrontée récemment au scandale des violences obstétricales et certains soignants peuvent aujourd'hui ressentir une crainte à pratiquer l'examen génital sans la présence d'un témoin. Camille Pascal, dans sa thèse de médecine, a étudié pratique et vécu de l'examen gynécologique. Elle nous dit que les femmes ont un vécu plutôt négatif de l'examen gynéco. Crainte, angoisse, honte, inconfort. Et Michel Lachowski nous disait « Pensons à tout ce que la jeune fille a entendu dire. Elle a peur d'avoir mal, elle a honte de montrer cette partie intime d'elle-même. » L'examen génital est possible chez la jeune adolescente, à condition de favoriser
son sentiment sécuritaire par des règles de bonne pratique. Ça a déjà été souligné dans la première communication. L'autorité de santé précise que l'examen n'est pas nécessaire pour une première consultation de contraception et fixe le début du dépistage du cancer du col à 25 ans. Alors, les règles de bonne pratique, c'est pratiquer un examen, surtout pas de façon systématique. Il faut qu'il y ait une indication précise, une motivation précise à pratiquer l'examen. Toujours informer l'adolescente du pourquoi on a besoin de cet examen, obtenir son consentement, s'assurer du confort du lieu de l'examen et s'assurer de la qualité de la relation soignant-soigné. Bénédicte Lombard, qui est une infirmière philosophe, nous dit que l'attention traduite au cœur du soin au travers de détails tels que la précaution, la douceur, la lenteur ou encore la pondération dans l'exécution convertit les actes techniques en gestes de soin. Alors, ce qui est important, nous disent Catherine Pinkowski et Audrey Carto, qui sont endocrinopédiatres dans le service de médecine infantile à Toulouse, ce qui est important, c'est la confidentialité, le respect de l'anonymat, la gratuité des soins, et que ces consultations de gynéco peuvent être l'occasion de dépister des situations de précarité ou de maltraitance. Également, je voulais souligner le surrisque suicidaire des minorités sexuelles. Et Beck, dans sa communication sur les minorités sexuelles, nous dit que du fait de leur pratique de proximité, les professionnels du soin, médecins généralistes, gynéco-libéraux hospitaliers, ainsi que les sages-femmes, sont en interaction avec des jeunes LGBT et peuvent être actifs dans les préventions des passages à l'acte et dans la construction d'un accompagnement structuré. Je voulais dire aussi un petit mot des adolescentes en situation de handicap. En tout cas, pas de prescription de contraception sans recherche de leur consentement. Et d'autre part, il faut favoriser l'accessibilité aux consultations de gynécologie. On sait que les jeunes femmes qui sont porteuses d'handicap consultent moins en gynécologie et font moins bien leur dépistage au niveau du sein et dépistage par frottis. Donc, il existe des consultations dédiées. À Paris, il y a l'Institut mutualiste Montsouris, mais également dans les régions, on peut trouver les services d'aide à la parentalité des personnes handicapées. Et également sur le site de HandiConnect, on trouve des fiches qui sont très bien faites sur l'accueil de la personne handicapée dans une consultation de gynécologie et comment on peut préparer à l'avance cette consultation. Il y a aussi sur HandiConnect toute une liste d'adresses utiles. Alors la loi. Je voulais insister sur la confidentialité. Toute notre pratique médicale se fait au regard des droits humains, les droits de l'homme, les droits sexuels. Vous connaissez la définition de la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de la santé a été confirmée et ouverte ensuite par la Charte d'Ottawa. La définition de la santé sexuelle, qui est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et assurés. Notre pratique est balisée par la stratégie nationale de santé, dont le premier axe dit mettre en place une politique de promotion de la santé incluant la prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie, donc à tous les âges de la vie. Également, dans cette stratégie nationale de santé, il y a des priorités spécifiques pour l'enfant, l'adolescent et le jeune. Il s'agit de favoriser l'éducation en santé dès le plus jeune âge, la prise en charge précoce et adaptée des pathologies et la prévention des risques spécifiques à l'enfance et à l'adolescence. Également, le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle, dont le premier axe nous dit investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes et dans une approche globale et positive. La stratégie nationale de santé sexuelle, dans sa déclinaison actuelle, la feuille de route 2021-2024, donc j'ai relevé plusieurs axes qui nous concernent.
renforcer l'éducation à la sexualité des jeunes en milieu scolaire, universitaire et extrascolaire, former largement les professionnels des champs social, médico-social, santé et justice, renforcer l'accès à la contraception régulière, à la contraception d'urgence, étudier tous les types de contraception, renforcer l'accès à l'IVG, tenir compte des besoins particuliers liés aux situations de vie des personnes en situation de handicap, renforcer les liens entre la santé mentale et la santé sexuelle dans la prise en charge des adolescents. Alors, venons un petit peu sur la définition de la majorité sexuelle. En France, la loi ne fixe pas l'âge à partir duquel une personne a le droit d'avoir des relations sexuelles. Elle n'interdit pas aux adolescents d'avoir des relations sexuelles entre eux s'ils sont tous les deux d'accord, et c'est ce qu'on appelle le consentement mutuel. La loi réglemente les relations sexuelles entre mineurs et majeurs et fait des distinctions en fonction de l'âge du mineur. Elle considère qu'à partir de 15 ans, la personne est capable d'exprimer un véritable consentement et d'évaluer les conséquences de celui-ci. C'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, la majorité sexuelle. Cependant, si la personne majeure est un parent ou un enseignant, par exemple, c'est-à-dire s'il exerce son autorité sur la personne mineure, même de plus de 15 ans, il risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors, la notion de confidentialité, c'est une question un peu difficile, parce que l'adolescent n'est ni un adulte ni un enfant. C'est une zone de transition qui crée des difficultés par rapport aux règles de la confidentialité du secret médical. On se trouve pris entre deux nécessités, le droit au respect de la vie privée qui est dû à l'enfant dès sa naissance, et de notre côté, la responsabilité parentale vis-à-vis de la santé de leur enfant. L'enfant mineur peut s'opposer à la consultation des titulaires de l'autorité parentale, qu'il s'agisse du père, de la mère ou d'un tuteur, pour une décision médicale, et peut refuser qu'il soit informé sur son état de santé. Les parents ne seront donc pas informés par le médecin et n'auront pas accès aux éléments du dossier médical du mineur, ensemble des documents qui retracent le parcours médical, pour lequel l'enfant a demandé le secret. L'information peut également être donnée confidentiellement au mineur dans les circonstances légales permettant des soins anonymes, dépistage des IST, délivrance des produits contraceptifs, accouchement sous X. Le secret médical se pose quel que soit l'âge du patient, sachant que certains enfants de 12 ans ont déjà la maturité d'un adulte. Le médecin est donc autorisé à se passer du consentement des parents si l'adolescent ne souhaite pas qu'il soit au courant de certaines informations partagées avec le praticien. Néanmoins, s'il y a une décision importante à prendre, le mineur devra forcément être accompagné d'une personne majeure de son choix. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de textes déclaratifs qui encadrent notre pratique médicale, notre pratique de soins et d'accueil des adolescentes. Mais si on se tourne un peu du côté des jeunes et de leurs sources d'information sur la sexualité, plusieurs rapports, HBSC, l'INGEP, le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental, mentionnent comme source d'information à la sexualité par ordre décroissant d'abord Internet, puis les pairs, la famille et l'école. Le rapport du CESE explique que les professions médicales et paramédicales libérales sont encore peu considérées par les jeunes comme des personnes ressources. La loi, les autorisant à déroger à l'obligation d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, est encore peu connue. Les jeunes pensent donc que pour consulter un médecin,
ou un infirmier ou une profession paramédicale, il faut avoir l'autorisation des parents, c'est-à-dire que les jeunes ne connaissent pas leurs droits. Alors le lien. Le lien, c'est la relation soignant-soigné, et ça va nous amener au contexte éducatif. C'est Michael Balint qui dit que notre profession de médecin, c'est le métier de comprendre autrui. Vous connaissez les définitions du cure et du care, entre soigner et prendre soin. Face à la vulnérabilité et à la dépendance de l'adolescente, c'est important d'établir une relation de confiance. Et dans leur petit livre « À quels soins se fier ?», Frédéric Worms et Claire Marin soulignent un mot qui est important et qu'on trouve déjà dans les textes de Winnicott, c'est le mot de fiabilité. Le soignant doit être fiable pour son patient. Alors, en conclusion, la consultation de gynécologie de l'adolescente peut permettre l'écoute des symptômes, l'accompagnement médical à la recherche de pathologies possibles ou de vécus traumatiques, dans le cadre des recommandations de l'HAS, de la Stratégie nationale de santé sexuelle et des évolutions de la loi. Elle peut permettre l'accueil d'une première demande de contraception ou de préoccupation autour de la sexualité dans un espace confidentiel. Elle peut permettre une posture éducative, les informant de leurs droits et favorisant le développement des compétences psychosociales, afin que l'adolescente puisse faire ses propres choix et devenir actrice de sa vie. Enfin, elle peut permettre l'établissement d'une relation de soins fiable et sécuritaire, répondant à la fonction phorique, suivant la terminologie de Pierre de Lion, c'est-à-dire un espace-temps pour les porter encore un peu vers leur vie d'adulte. Alors j'ai mis quelques outils d'information. Il existe un code de l'enfant, texte qui est fait, que vous trouverez sur le site de solidaritésanté.gouv. Ce sont des documents que vous pouvez laisser traîner dans vos salles d'attente ou avoir dans votre bureau. Tous les documents bien faits de l'INPES, le fil santé jeune, bien sûr, le site On s'exprime avec des questions d'ados. Et puis toutes les bonnes adresses qu'on va trouver sur le site de l'INPES. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Michel, merci Héloïse, merci Laura. Je reprends juste quelques points et je vous laisse préparer vos questions sur ce qui a été dit. Donc félicitons ces jeunes femmes déjà sur la consultation de venir nous voir, de savoir prendre rendez-vous, de leur ponctualité, de leur investissement dans leur suivi, que ce soit gynécologique et sexologique. Ne vraiment jamais rien systématiser ce qui a été dit dans plusieurs des présentations. Accueillir, vraiment avoir une posture d'accueil de la demande. Pourquoi la reçoit-on en consultation? Quelle est sa demande? Plutôt que nous calquer quelque chose qu'on a l'habitude de faire systématiquement. Par rapport au corps, normaliser, ça a été dit plusieurs fois aussi. Les jeunes filles ont des inquiétudes par rapport à leur vulve. Et vraiment, donc, j'ai l'habitude de dire observer le corps, mais là, c'est écouter le corps. C'est une notion qui est vraiment intéressante. De passer d'un acte technique à un geste de soin, c'est-à-dire plus des prises en charge, mais des prises en soin. Je pense que c'est vraiment des notions importantes. Par rapport aux premiers rapports sexuels qui sont vraiment assimilés à la pénétration, et encore lors d'une intervention à la CIFU de la récente, les recommandations des sociétés savantes qui, après une chirurgie de prolapsus, reprise des rapports sexuels après 4 semaines, alors qu'on peut très tôt, bien avant, reprendre une activité sexuelle faite de plaisir extracoïtal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un rapport sexuel? C'est vraiment intéressant. Et puis, ce qu'on entend aussi chez nos patientes, de toute façon, si tu as un rapport, je le verrai. Enfin, les parents qui disent parfois ça se verra. De toute façon, je vais tout de suite le deviner. Et c'est quelque chose comme si ça allait se voir sur sa figure et qui est hyper anxiogène. Et de cette continuité dans le premier rapport, dans la sexualité. Et pareil, dans la sexualité, ne rien systématiser non plus, faire ce qu'on a envie, écouter son envie. Voilà, donc en tout cas, merci pour...
allez-y pour vos questions. Nous sommes là pour échanger. Oui, bonjour. Je voulais savoir, puisque vous dites qu'il faut présenter les choses, enfin faire de l'éducation sexuelle et tout, mais comment on présente par exemple les IST de façon positive? C'est des choses plutôt négatives. La grossesse non désirée aussi, c'est négatif. Et les prévenir de ça, c'est quelque part aussi, c'est de l'éducation, mais c'est négatif. Comment faire? Ces jeunes filles qui sont sanctionnées, j'ai l'impression parfois c'est ça, on essaie vraiment de valoriser le plaisir, la rencontre de l'autre, elles sont parfois sanctionnées par la sexualité. Donc vraiment cette fonction de dépistage, de prévention primaire, de vaccination. D'ailleurs on le disait, est-ce que la vaccination est justement, il faut l'accord des parents pour la vaccination, sauf si les choses ont évolué récemment, mais on a des jeunes filles qui veulent se vacciner, on ne peut pas les vacciner, même par rapport au Covid, on a des jeunes qui ont attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir se vacciner parce que les parents étaient... Donc en tout cas, la prévention primaire est essentielle et de voir ensemble les risques et de les lister. La grossesse peut-être non prévue, les IST, donc on peut les dépister chez les deux partenaires et puis avoir des précautions par préservatif, par exemple pour l'herpès qu'on ne peut pas, ou des choses comme ça, ou l'HPV, une fois qu'on est vacciné, on est bien tranquille. Et puis la grossesse non prévue, donc quand même... vraiment poser les risques ensemble. Mais donc, je pense que c'est commun. Alors, vous avez des choses à rajouter, mais en fait, on les évoque, les risques. Et je pense qu'avec une bonne prévention primaire, on arrive vraiment à éliminer un bon pourcentage des risques. Moi, je dirais que c'est plus le côté de responsabiliser et de leur dire, voilà, il y a des choses qui existent, de toute façon, elles existent. Donc, c'est pas en les niant qu'elles vont disparaître, et de leur dire, voilà, comme vous débutez vos rapports, vous débutez votre entrée dans la sexualité, c'est un passage à l'âge adulte, comme on disait, le rite de passage à l'âge adulte. Et être adulte, c'est être responsable. Donc vraiment qu'elles intègrent dans leur pratique l'utilisation du préservatif, l'examen sérologique, que ça soit quelque chose qu'elles initient elles-mêmes, en fait, qu'elles ne se sentent pas... qu'elles se sentent actrices de ça. Je pense que c'est vraiment la clé de plus que responsabilité, qu'elle l'intègre en fait comme c'est pour moi, c'est pour ma santé, donc j'agis. Mais c'est sûr que c'est difficile parfois dans ces moments d'adolescence où on est un peu encore un enfant et on voudrait être adulte, et ce petit moment de flottement qu'on a tous vécu en tant qu'adolescent, je pense. Oui, c'est-à-dire que pour devenir acteur de sa santé, ça passe par un développement des apprentissages. C'est pas magique, nous sommes amenés dans nos professions de soins à avoir en fait une posture éducative aussi pour les accompagner dans cette construction, dans ces nouveaux apprentissages. Je voulais savoir quel est votre discours quand vous avez une jeune femme, première relation, qui dit qu'elle ne met pas de préservatif parce que c'est son premier copain et qu'ils ont fait tous les deux les tests et que le préservatif, ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous poussez un peu pour les préservatifs? Est-ce que vous leur dites qu'on n'est jamais sûr de l'autre, ce qui peut être négatif aussi? En fait, alors j'ai l'impression qu'on peut leur dire que pour une prochaine relation, le préservatif c'est bien, mais quand elles ont déjà entamé une première relation sans préservatif, c'est compliqué de revenir en arrière. Et moi ça me gêne un peu parce que j'ai pas l'impression de faire mon job, enfin bref, je suis mal à l'aise. Moi, il y a un truc très simple que je vais dire, on n'est jamais sûr de son partenaire, même quand on a 40 ans, en couple installé depuis longtemps. Oui, mais quand on est jeune, c'est exactement la même chose pour moi. Quand on est jeune, elles savent pas tout ça, et puis elles pensent que pour elles, ça va jamais arriver, quoi. C'est notre comme la femme de nous. 40 ans à qui ça va jamais arriver d'avoir un mari qui est avec depuis 20 ans, ça arrive à tout le monde, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on est plus volage, dans l'imaginaire. Est-ce que vous insistez pour les préservatifs ou pas? Non, si elles sont dépistées tous les deux, pardon. On informe, ou toutes les deux, c'est mon point de vue. Informer et moraliser, il y a une petite nuance, mais qui est vraiment importante. Et justement, là, il faut lui parler vaccination. Par rapport à l'HPV, ça se dépiste pas, à cet âge-là. Et on peut l'attraper tellement facilement. De toute façon, le préservatif ne protège pas de l'HPV.
Il protège du chlamydier. Oui, mais oui. Mais après, en expliquant que les dépistages sont faits de part et d'autre, c'est déjà aussi responsable d'avoir fait ces dépistages. Et justement, si on ne va pas obliger, je pense, tous les jeunes à garder leur... une fois qu'ils ont fait les dépistages, ils ont fait la démarche, ils sont responsables. Ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi... parfois, on a les deux qui viennent faire leur dépistage à deux. Ils sont tout mignons. Et puis, c'est pour pouvoir retirer les préservatifs... Et du coup, je pense qu'on peut les rassurer. Mais il n'y a plus de préservatif alors, parce que c'est en chute libre, l'utilisation du préservatif. Alors moi, j'ai pas l'impression, avec le recul aussi des contraceptions, vraiment, l'hormonophobie, il faut aussi entendre parfois, alors c'est moins chez les jeunes filles, je trouve, l'hormonophobie, c'est plutôt chez les jeunes femmes que chez les adolescentes. C'est 25-30 ans. Et du coup, les jeunes femmes, en général, elles sont contentes d'avoir leur pilule. Elles sont aussi... C'est cette fierté de se prendre en main aussi, de se prendre en charge. Et oui, il y a l'aspect grossesse aussi. En tout cas, de toujours associer, comme l'a dit Héloïse, une jeune femme qui repart avec une ordonnance avec des préservatifs, il faut tout le temps qu'il y ait la pilule d'urgence dessus, parce qu'il faut les informer, justement, et ne pas moraliser, mais leur dire que un préservatif, ça craque, ça glisse, et il y a des fois, on ne le retrouve pas, on ne sait pas, il y a des préservatifs parfois qui doivent se disparaître. On retrouve aux urgences gynéco à 3h du matin, généralement. Oui, je voudrais juste revenir sur la question d'avant. Je crois que vous n'avez pas vraiment répondu à la question, parce que la personne demandait comment aborder le sujet. Moi, personnellement, en intervention scolaire, je fais la comparaison avec le permis de conduire. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, vous apprenez à conduire, vous faites le code, ensuite vous prenez des cours, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais d'accident. Et est-ce que vous avez votre permis sexualité? Alors, ils me regardent tous un peu éberlués. Et puis, on parle là-dessus. Et je dis, voilà, la sexualité, c'est la joie, c'est le désir, etc. Et on peut arriver à des accidents. Donc, quels sont les accidents qu'on peut avoir dans un rapport sexuel? Et c'est comme ça aussi qu'on arrive aux maladies sexuellement transmissibles. Je ne m'étends pas sur le nom, parce qu'ils ont tous des noms, pour les gamins, ça ne veut rien dire, mais qu'ils sachent que ça peut arriver. Et que le moyen de se préserver, c'est un tel et un tel. Voilà. Je voudrais répondre aussi à la dame comment faire pour... moi, je retrouve aussi le même problème avec les femmes qui disent « Oui, mais c'est mon compagnon » ou « c'est le père de mes enfants ». Parce que le père, il a déjà été ailleurs entre deux. Des fois, on réchauffe là, c'est la relation. Et elle dit « On n'a pas mis de préservatif parce que c'est le père de mes enfants ». Alors, moi, je dis « Mais il n'y a pas de spermatozoïde, le père de vos enfants ?» Et en fait, en posant des questions pour les amener à réfléchir et que ça soit elle qui, après, fasse la démarche du préservatif et pas donner l'information tout de suite, comme la télé. Quand on est devant la télé, on est des éponges, on absorbe l'information, mais ça ne veut pas dire qu'on va la garder. Et donc, les amener à réfléchir pour qu'après, elles puissent avoir la démarche, faire la démarche du préservatif ou quoi. En tout cas, leur donner l'information, mais d'une certaine façon, pour que ça reste gravé après dans leur... et les amener à réfléchir pourquoi elles ont dit oui, quoi. Alors que c'est pas leur compagnon régulier, c'est le père de leurs enfants. Et alors là, lui, il a toute une super aura autour de lui. Donc après, c'est une façon de faire. Je n'ai pas dit que c'était la seule façon, mais... C'est vrai que nous, elles arrivent souvent en consultation avec cette demande. C'est-à-dire que du coup, elles vont facilement exprimer, même si nous, on aborde aussi spontanément le sujet, moi, j'ai l'habitude quand même de dire que c'est un peu le même système, c'est qu'on conduit plus tranquillement aussi avec une roue de secours quand on sait qu'on n'a pas de roue de secours, qu'on n'a plus beaucoup d'essence. Voilà, et du coup, j'ai dit on va aborder les risques pour pouvoir se centrer sur l'objectif principal de la sexualité qui est le plaisir, et justement de lister les risques, grossesse non désirée, violence et IST. Et du coup, une fois qu'on a abordé les risques, on peut vraiment se centrer sur le plus intéressant, on va dire. Mais c'est aussi que ça vienne d'elle. Nous poser les questions pour que ça soit elle qui donne les réponses, que ça soit elle qui trouve la réponse. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que nous, on donne les réponses et qu'elle soit spectateur, éponge,
plutôt que acteurs de leur situation. C'est toute l'horizontalité des consultations et pas la verticalité de nous, on a le savoir, nous, on systématise notre manière de faire. Voilà, c'est accueillir. Que ça soit plus un échange que moi je sais tout et toi tu sais rien. Bonjour, merci. Pour compléter ça, parce que c'est important, c'est la sémantique. Là, vous parlez de sexualité plaisir. Or, nous sommes des professionnels de santé. Donc, on intervient dans le domaine de la santé sexuelle et ses troubles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, on a deux dimensions. En tant que professionnel de santé, on est légitime pour parler des problèmes de santé sexuelle, etc. Donc, on a 3 missions qui sont de faire la promotion. Donc, la promotion de la santé sexuelle, c'est l'éducation à la sexualité et la promotion de la bonne santé. Deuxièmement, l'accompagnement ou le care. Et troisièmement, le cure, ouais, guérir. Donc on a chacun ces 3 missions qui sont très différentes. Donc pour répondre à la question de madame, quand elle demandait pour mon compagnon, est-ce qu'il y a un préservatif, vous devez dire, voilà, comme vous avez dit, je trouve que c'est très bien votre permis de sexualité ou de santé sexuelle, je ne sais pas, mais vous donnez une information en tant que professionnel de santé. Vous ne vous mettez pas dans une dimension de sexualité, de jugement. C'est très important parce qu'il faut savoir qu'actuellement, ces domaines de la santé sexuelle, les demandes sont énormes, les besoins sont énormes, et les seuls qui actuellement ont une légitimité pour répondre à ces questions-là, c'est justement les professionnels de santé. Donc quand vous avez une patiente qui vient vous voir pour un examen gynécologique ou autre chose, vous êtes légitime pour voir s'il y a des besoins, pour repérer les vulnérabilités et pour informer. Oui, ça c'est vraiment très important. Par exemple, quand on fait un examen gynécologique, eh bien à ce moment-là, vous devez aussi demander est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de votre santé sexuelle? Est-ce qu'il y a des domaines au niveau des dysfonctions sexuelles? Il faut savoir que les enquêtes chez les jeunes montrent qu'il y a en gros 20 à 30% de dysfonctions sexuelles chez les populations jeunes, plus chez les femmes que chez les hommes. Donc si on ne pose pas la question, on ne sait pas. Et deuxièmement, toutes les enquêtes montrent que les patientes et les patients attendent que ce soit le professionnel de santé qui ouvre la porte. Mais dans le domaine de la santé sexuelle, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment un concept qui est très important, et l'AIUS se bat justement là-dessus pour, dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle, pour qu'on puisse répondre à toutes ces demandes. Oui, mais il faut bien hiérarchiser les choses. Alors, moi, je suis désolée, j'ai une question qui peut paraître vraiment bête, mais c'est quoi une deep pic? Je bloque dessus depuis tout à l'heure, du coup... C'est des photos d'organes sexuels que les ados ils s'envoient. D'accord, ok. Pour le faire de manière. Et du coup, moi, je voulais juste revenir sur. Moi, je suis gynécologue obstétricienne et j'ai la particularité, je ne sais pas pourquoi, de recevoir toutes les adolescentes qui viennent à la maternité. Alors, je ne suis pas forcément la plus jeune ou je ne sais pas. Mais du coup, moi, je commence toujours à faire venir la maman, de poser les questions vraiment très générales, pourquoi vous venez, etc. L'examen clinique de base, et puis après je demande à la mère, une fois que je l'ai rassurée sur mon attitude de professionnelle, que je ne vais pas faire du mal à sa fille, je lui propose de sortir de la pièce, et là j'aborde avec la jeune, est-ce que tu as des questions? Je commence toujours par, est-ce que toi tu veux quelque chose? C'est quoi tes questions? C'est quoi tes demandes? Où tu en es? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu as des relations sexuelles? Si tu as des relations sexuelles, quel genre de relations sexuelles, tu vois? Parce que c'est toujours très compliqué quand les parents sont là et que la jeune, elle a un partenaire, mais c'est une fille, et que sa mère, elle pense que c'est un garçon. Et du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes questions, et elles se projettent pas de la même manière quand maman et papa est là, que quand ils sont pas là. Et du coup, là, la relation, elle est établie en confiance parce qu'il y a l'adulte initialement. Et une fois que l'adulte, il sort, et c'est, ah ok, en fait, je suis pas là pour assurer maman, je suis vraiment là pour moi. Et là, après, je commence à aborder les questions, bah ouais, mais le préservatif... Et tu veux pas, ok, vous avez fait, mais est-ce que, voilà, enfin moi je sais que j'ai une jeune de 15 ans qui est venue me voir en disant, voilà, moi je pense que je suis pas fait pour les relations hétérosexuelles parce que ça fait mal et que donc je vais aller vers l'homosexualité. Ok, très bien. Mais alors pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et en fait, elle m'explique que voilà, sa première relation sexuelle, il est arrivé, il est déshabillé, il a pénétré, ça lui a fait mal, donc en fait, du coup, elle n'est pas faite pour l'hétérosexualité. Alors là, il y a toute la déconstruction d'un, c'est quoi un rapport sexuel? Est-ce que tu as déjà entendu parler des préliminaires, des machins, et puis de l'examen clinique au final, là, parce que... Et en fait, elle avait vraiment un hymen hyper épais, ça lui a fait mal parce qu'en fait, l'hymen, il faisait 3 cm et qu'il fallait l'opérer, mais si je n'avais pas fait sortir sa maman, en fait, elle ne serait pas allée là, et puis on n'aurait pas fait l'examen clinique.
Et du coup, après, le préservatif, il n'y a pas la notion de ça protège contre les IST. Pour eux, ça protège contre les grossesses. Et il y a toute une déconstruction de ce que la société construit, que nous, on arrive après. Et je pense que c'est vraiment important de leur demander pourquoi ils ne veulent plus le préservatif. Parce que souvent, c'est parce qu'on m'a dit qu'en fait, c'était mieux sans qu'avec. Ouais, ok, mais du coup, c'est... Puis là, moi, je sais pas pour vous, mais moi, le nombre de gamines qui viennent me voir, qui ont 14 ans, qui font des gangbangs, je suis stupéfaite, quoi. Les week-ends où on est chez papa, maman, et qu'on est 10, et qu'en fait, on partage les conjoints de la même classe, et que ça tourne tout le week-end, et qu'en fait, on a 10 partenaires sexuels dans le même week-end. Elles ont 15 ans. Tout ça sous drogue, hein, en général. Ouais, en général. Moi, et ça, c'est une pratique que moi, pourtant, je suis dans un milieu, je travaille à l'île de la Réunion, où il y a un accès à la drogue qui est quand même difficile, où l'éducation sexuelle des parents, elle est hyper stricte, où je le vois de plus en plus, et c'est de plus en plus compliqué de suivre, parce que moi, je suis dépassée par déjà tous les trucs de queer, de machin, je suis là, mais de quoi ils parlent ? Je suis obligée de leur dire, mais je suis désolée, mais alors là, moi, je suis pas vieille, mais je ne comprends rien de ce que tu me racontes, il faut que tu m'expliques. Et de juste revenir sur quelque chose de basique, d'une relation où on n'est plus du tout en pyramidale, parce qu'ils ont des expériences que moi, j'ai pas, et clairement, ils sont allés dans des endroits où j'irai jamais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'en fait, au final, on a un échange d'égal à égal, mais sauf que moi, j'ai la connaissance médicale que eux, ils n'ont pas, et qu'au final, il y a une relation de confiance qui s'installe, et que c'est plus facile après de les suivre. Et je pense que c'est pour ça aussi que je les reçois toutes, c'est parce qu'après, elles se disent, ouais, elle est cool. Bah non, elle est pas cool, elle est juste à l'écoute, et elle a juste envie de comprendre une génération qu'elle ne comprend pas, quoi. Mais en fait, le problème, c'est pas nous, ni ces jeunes, c'est la prévention. Et le jour où en France, on sera un peu meilleur en prévention, on aura fait un grand pas. Parce que vous avez montré une étude tout à l'heure, là. Alors toi, tu es à La Réunion, moi je suis en Martinique. Ça fait des années que je fais de la prévention dans les établissements scolaires. Ça fait des années que je discute avec les jeunes, etc. Vous avez montré une étude, vous avez dit l'information vient d'Internet. C'est la première chose que vous avez fait. D'accord ? Moi, je fais pas mal de thèses et de mémoires, etc. On en a fait un. Eh bien, c'est dans une partie de l'île où on est intervenu en CM2, en 6e, en 4e, en 3e, en seconde, en première, enfin bref, pendant 10 ans, on a fait beaucoup d'interventions dans ces établissements scolaires. Eh bien, résultat des courses, à la même question, la réponse, c'est les intervenants extérieurs ils prennent leur connaissance par les gens qui sont venus faire de la prévention. Parce qu'on a eu la chance, ces enfants ont eu la chance d'avoir des interventions parce que l'infirmière était motivée, etc., et que ça a été fait dans des villes juste à côté. Voilà. C'est la clé. Le problème, c'est que nous, on se retrouve avec des jeunes femmes. Moi, je fais aussi de la PMA. J'ai des couples de 30 ans. C'est un peu cru, mais c'est pas le bon trou, quoi. Ils sont infertiles. Ils ont 30 ans. On a des gros problèmes d'éducation. Et la clé de tous les maux, c'est l'éducation, clairement. C'est ce que vous faites, et je vous remercie de faire ce que vous faites. Et nous, on fait les malins, le truc, on est grands médecins et tout. Mais ce qui sauve les jeunes, c'est la prévention à l'école. C'est ça. Nous, on arrive après la guerre, après la bataille. Puis des fois, c'est dur de... Faut rattraper tout ce qui n'a pas été fait. Des jeunes femmes de 25 ans qui n'ont jamais parlé de sexualité avec personne, qui gardent leurs problèmes, et puis de milieux sociaux auxquels vous ne vous attendez pas. Il y a des femmes qui sont dans des douleurs, des états d'angoisse et de stress sur la sexualité, mais de tous âges et tous milieux sociaux. Moi, des fois, je suis atterrée, quoi. Ça me fait de la peine pour les femmes, quoi. Il faut bien se rendre compte il faut se rendre compte qu'il y a une révolution qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la génération XY, c'est une génération qui n'a pas eu les mêmes repères et les mêmes éducations que nous, globalement, mais surtout au niveau de la santé sexuelle et de la sexualité. Donc leurs repères sont complètement différents de ce que nous, on a pu voir, ce qui explique ce qu'on est en train de voir un petit peu partout quand on pose. Donc il faut arriver à leur parler
D'où l'importance, comme je vous dis, que je dis au départ, c'est en tant que professionnel de santé de s'occuper de l'information, du repérage et des demandes. Donc ça devient vraiment... Et on en est parfaitement conscient. Par exemple, pour le prochain congrès de l'AIUS, les journées francophones de sexologie et de santé sexuelle, c'est un de nos thèmes très importants. L'influence du porno chez les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau prévention, et tout ça, ce sont des choses complètement nouvelles. Comment on peut parler avec les outils numériques à cette génération, parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Il n'y a plus de connaissances descendantes, mais c'est des connaissances horizontales. Les savoirs académiques ont les mêmes valeurs que les influenceurs. Il y a tout ça qui est en train de se passer, mais nous, on voit les conséquences. Dans le monde de la sexologie, on s'en rend bien compte des conséquences négatives et néfastes qu'il y a. D'où le rôle, je veux dire toujours, de légitimer. Vous êtes des professionnels de santé, il faut repérer les vulnérables, il faut informer, il faut prévenir. Ça, on est complètement d'accord. C'est vraiment des changements qui n'existaient pas il y a à peine, je dirais, il y a 20 ans. Hein. Oui, mais tu vois, Pierre, c'est ce que je voulais dire dans ma communication, c'est comment nous, professionnels de santé, on se sent disponibles et compétents pour accueillir toutes ces problématiques et pour faire l'accompagnement des adolescents, mais comment on peut leur faire savoir qu'ils peuvent nous consulter en toute confidentialité, parce que c'est ça. Donc je crois qu'on a amélioré nos modes de communication vers eux. Je crois que c'est dans nos politiques futures, là, il faut s'accrocher à ça. Oui, vous avez raison, ce sont de bons relais. Et aujourd'hui aussi, on a le service sanitaire qui a été mis en place par la collaboration du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale et qui permet aux professionnels de santé en cours d'études d'aller faire des interventions dans les collèges, même primaires, collèges et lycées, sur 4 thèmes: la sexualité, les addictions, l'alimentation, la nutrition et le sport. Et donc, ça, c'est une tentative, il me semble, de faire connaître aux jeunes cette relation et cet accueil possible par les professions de santé. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans ce sens.